Et on s'aperçoit que cet oscillateur produit aussi des harmoniques, de l'harmonique 2, de l'harmonique 3 et un tout petit peu d'harmonique 4. Le signal en sortie de cet oscillateur n'est donc pas parfaitement sinusoïdal. On peut mesurer les amplitudes des harmoniques en dBm et puis les calculer en millivolts et en déduire le taux de distorsion, racine de h2 carré plus h3 carré plus h4 carré sur le fondamental f. Voilà, on a un taux de distorsion de 2,3%. C'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire non plus. On peut évidemment toujours améliorer le taux de distorsion en faisant suivre l'oscillateur d'un filtre passe-bas qui coupe un petit peu au-delà de 1 MHz pour atténuer l'harmonique 2, l'harmonique 3, l'harmonique 4. On peut toujours améliorer, même de façon spectaculaire, la pureté spectrale d'un oscillateur grâce à un filtrage passe-bas ou passe-bande. Un bon oscillateur a un taux de distorsion faible, l'ordre du pourcent étant une valeur limite, une distorsion supérieure à 1% pour un oscillateur sinusoïdal, c'est plutôt médiocre. Et si, à l'analyseur de spectre, je zoome sur l'arrêt, est-ce que je peux voir quelque chose de particulier? Par exemple des défauts éventuels de l'oscillateur? Oui, c'est très intéressant de zoomer sur l'arrêt du fondamental de l'oscillateur. On peut voir un certain nombre de défauts de l'oscillateur. Voilà deux enregistrements, deux spectres de deux oscillateurs qui oscillent à la même fréquence, 1 GHz. Un premier oscillateur ici en mauve et un deuxième oscillateur dont le spectre est en bleu. Alors sur l'oscillateur en mauve, on voit un certain nombre de défauts par rapport à l'autre oscillateur. On voit d'abord qu'il y a deux pics ici, deux raies, qui traduisent une modulation de fréquence parasite. On a 200 Hz par carreau, une résolution très fine. On voit que l'oscillateur X, en rose, a un signal qui a une modulation en fréquence parasite. Il est modulé en fréquence par du 180 Hz, qui est dû à un blindage insuffisant, un signal à 180 Hz qui a une influence sur la fréquence de cet oscillateur. L'oscillateur Y, lui, a un signal beaucoup plus propre, il n'y a pas de raies parasites de chaque côté, il n'y a pas de modulation de fréquence parasite. Donc c'est un premier renseignement intéressant. Et puis on voit aussi le bruit de chaque côté de la porteuse qui s'appelle le bruit de phase, qui est lié à l'agitation thermique des électrons. Et on voit que ce bruit de phase est meilleur et plus faible pour l'oscillateur Y que pour l'oscillateur X. Alors ça permet de caractériser de manière très précise la qualité d'un oscillateur. Alors ce bruit de phase, bien sûr, il faut le mesurer à une certaine distance du fondamental. Ici, on a choisi une distance de 500 Hz. Et à la distance de 500 Hz, l'oscillateur X a un niveau de bruit de moins 45 dBc. dBc, ça veut dire dB sous la porteuse. On est ici à moins 45, à 45 dB sous ce maximum-là. Voilà. Alors que pour l'oscillateur Y, on est à moins 67. Ce bruit de phase, il dépend bien sûr de la résolution de l'analyseur de spectre, ici une résolution de 30 Hz. Donc pour pouvoir comparer ce qui est comparable, pour différents analyseurs de spectre, on définit le bruit de phase pour une bande de 1 Hz. C'est-à-dire qu'il faut appliquer cette petite formule et il faut ramener le bruit de phase à 1 Hz et l'unité sera donc le dBc par Hertz. L'oscillateur X, si on applique cette formule à un bruit de phase de moins 60 dBc par Hertz, alors que l'oscillateur Y a un bruit de phase beaucoup plus faible, moins 82
dBc par Hertz. L'oscillateur Y est plus performant que l'oscillateur X. Au niveau du bruit de phase, le bruit de phase, pour être concret, ce sont les toutes petites fluctuations aléatoires de la fréquence autour de la valeur de 1 GHz. Donc l'oscillateur Y a deux qualités que n'a pas l'oscillateur X. L'oscillateur Y n'a pas de modulation de fréquence parasite et l'oscillateur Y a un bruit de phase plus faible que l'oscillateur X. Cet oscillateur Y est donc beaucoup plus performant que l'oscillateur X. Un bon oscillateur a un bruit de phase faible et ce bruit de phase figure toujours dans les caractéristiques techniques des oscillateurs qu'on peut acheter, qu'on peut trouver tout fait dans le commerce. Un bruit de phase supérieur à moins 40 dBc par Hertz à un écart de 100 Hz de la porteuse est considéré comme médiocre. J'ai bien compris que la fréquence d'oscillation F0 est la fréquence où l'argument de la transmittance de boucle est nul. Dans la pratique, les déphasages introduits par les chaînes directes de retour peuvent varier légèrement sous l'influence de différents facteurs. Je pense à une main qui s'approche du montage et introduit des capacités parasites entre les points du montage et la masse. Ou alors à une variation de température qui modifie les épaisseurs de jonction et donc leur capacité parasite. Et il y a aussi le vieillissement des condensateurs qui modifie leur valeur. Toute variation de phase parasite sera alors compensée par une variation de fréquence F0 pour que la condition de Barkhausen reste vérifiée. Alors voilà un oscillateur, voilà sa courbe de phase en rouge. La phase en fonction de la fréquence, c'est-à-dire l'argument de T de J oméga. La fréquence d'oscillation, elle est obtenue lorsque l'argument est nul. La fréquence d'oscillation FA se trouve donc ici. Alors si maintenant pour une raison quelconque, ces raisons qui ont été évoquées plus haut, de température, capacité parasite, vieillissement, si pour des raisons quelconques la courbe de phase change par introduction d'une variation de phase parasite non désirée, la nouvelle courbe de phase est ici et la nouvelle fréquence d'oscillation, où l'argument est nul, se trouve là. La fréquence d'oscillation a varié et passé de FA à F'. Alors, on comprend bien que si on a une courbe de phase qui a une pente au voisinage de la fréquence d'oscillation plus raide, comme cette courbe rouge en pointillé, qui est un oscillateur B, c'est la courbe de phase d'un oscillateur B, elle est beaucoup plus pentue. La même variation de phase parasite, si je monte cette courbe d'une certaine quantité, la nouvelle courbe de phase sera à côté et la variation de fréquence sera beaucoup plus faible que celle que j'avais avec l'oscillateur A. On a donc intérêt à avoir une courbe de phase qui a une pente élevée au voisinage de la fréquence d'oscillation. Plus la pente est élevée, moins on a de variation de fréquence lorsqu'il y a une variation de phase parasite. Alors cette pente intervient dans le coefficient de stabilité S qui est défini, qui donne une idée de la stabilité de l'oscillateur. Voilà la pente de la courbe de phase dφ sur d oméga. Phi c'est Y, oméga ou F c'est X. Voilà la pente. Alors on définit un coefficient de stabilité oméga 0 fois dφ sur d oméga au point qui définit la fréquence d'oscillation. Plus la pente est élevée, plus ce coefficient est élevé. Alors un bon oscillateur est un oscillateur qui a une bonne stabilité en fréquence. Il aura donc un coefficient de stabilité S.
élevée. Pour un circuit LC, j'ai calculé le coefficient de stabilité S. J'ai trouvé qu'il augmente avec le coefficient de qualité Q du circuit. Est-ce que cela veut dire, professeur, que pour réaliser un bon oscillateur bien stable, il faut utiliser des filtres à fort coefficient de qualité? Quels sont donc les composants qu'on peut utiliser pour réaliser de tels filtres à fort Q, donc très sélectifs? Oui, Louise, vous avez raison. Pour une bonne stabilité en fréquence, un oscillateur doit toujours être construit avec des filtres déphaseurs à fort coefficient de qualité. Avec des circuits résonants LC, le coefficient de qualité ne dépasse guère 80. 80, c'est déjà une valeur importante. Si on utilise des résonateurs, dont on va voir quelques exemples tout de suite, ces résonateurs qui mettent à profit des résonances mécaniques ou électromagnétiques, on peut atteindre des valeurs de coefficient de qualité jusqu'à 500, voire plus, ce qui donne donc des oscillateurs très stables. Alors quels sont ces résonateurs? On a aux basses fréquences des résonateurs céramiques, des résonateurs piézoélectriques qui se trouvent dans le commerce à très bas coût, jusqu'à des fréquences de l'ordre de 10 MHz. Ils sont constitués d'une poudre agglomérée de matériaux piézoélectriques placés entre deux électrodes, et les dimensions géométriques de cette lame ont une influence sur la fréquence de résonance du composant. Pour des fréquences qui vont de 1 à 10 à 100 MHz, on a les quartz piézoélectriques qui sont des morceaux des lames de cristal de quartz qui sont taillés avec une épaisseur bien calibrée, placée entre deux électrodes, et la fréquence de vibration mécanique de cette lame dépend de son épaisseur et fixe donc la fréquence d'oscillation mécanique du quartz. Alors, au-delà de 100 MHz, les épaisseurs sont tellement faibles que ces composants deviennent trop fragiles et on ne fabrique pas de quartz à des fréquences supérieures à 100 MHz. Pour des fréquences supérieures, on utilise des vibrations, non plus des vibrations d'une lame, mais des vibrations à la surface d'un matériau piézoélectrique, un peu comme des frissons qui parcourent la peau ou des rides à la surface de l'eau. C'est sur ce principe qu'on peut fabriquer des résonateurs à ondes de surface et qui couvrent la bande qui va de 100 MHz grosso modo jusqu'à 1 GHz. Au-delà du gigahertz, jusqu'à quelques gigahertz, on utilise souvent des résonateurs coaxiaux qui sont des tronçons de ligne. On va préciser un petit peu la structure un petit peu plus loin dans le module. Et puis aux très hautes fréquences, au-delà de 1 GHz, par exemple pour stabiliser les oscillateurs dans les récepteurs de télévision satellite qui travaillent à 10 GHz, dans les têtes de réception, dans les LNB, on utilise des résonateurs diélectriques. Alors ce sont des composants particuliers qui ne ressemblent pas à des composants ordinaires, ils n'ont même plus de pattes. On va voir comment on peut faire un oscillateur, comment on peut stabiliser un oscillateur avec ces composants si étranges. Alors disons quelques mots des quartz et des résonateurs céramiques. Voilà la structure interne d'un quartz ou d'un résonateur céramique, une lame piézo fixée entre deux, métallisée sur les deux faces, fixée entre deux électrodes. Voilà. Et les deux bornes A et B sont les deux bornes du composant. Et lorsqu'on applique une tension sinusoïdale U aux bornes de ce composant, par effet piézoélectrique, cette lame se met à vibrer. Alors, comme tout système mécanique, cette lame piézoélectrique a ses fréquences de vibration propres, et le fait que cette lame vibre modifie l'impédance du circuit entre A et B.
Au voisinage de la résonance mécanique de cette lame, l'impédance du dipôle subit des variations importantes en module et en phase, et on peut montrer qu'il y a un tout petit domaine de fréquence dans lequel cette lame piézoélectrique qui vibre se comporte comme une bobine. On va donc pouvoir, dans un montage oscillateur, remplacer la bobine par cette lame piézoélectrique. Alors évidemment, la température joue un petit peu sur cette fréquence de résonance, donc les fabricants de quartz choisissent des tailles particulières du cristal de quartz pour minimiser l'influence de la température. Ces quartz sont sensibles aux vibrations, il faut donc les fixer, les suspendre soigneusement dans leur boîtier. Voilà des exemples commerciaux de résonateurs céramiques ou de quartz monté ici à côté de son circuit. L'oscillateur, la partie active, la chaîne directe est dans le circuit et le quartz est à l'extérieur. On ne sait pas intégrer des quartz dans les circuits intégrés, donc ils sont toujours à l'extérieur. Voilà cette lame de quartz, un quartz basse fréquence, donc une lame qui a une taille assez importante, relativement importante. Les électrodes face B, face A, et les fils ici qui servent de suspension pour cette lame de quartz pour la protéger un petit peu contre les chocs. Alors si on précise un petit peu le comportement électrique de ce résonateur, de ce quartz, on peut montrer que le schéma équivalent entre A et B, entre les deux électrodes de ce composant, est un circuit RLC série en parallèle avec C0. C0 bien sûr représente la capacité naturelle entre les deux lames, entre les deux faces métallisées de la lame. Alors l'ordre de grandeur, C0, c'est de l'ordre entre 10 et 200 picofarads. La résistance R traduit les pertes d'énergie dans le cristal quand le cristal vibre. Quelques ohms, quelques dizaines d'ohms, centaines d'ohms. L traduit l'inertie mécanique. Elle peut atteindre des valeurs assez élevées, jusqu'à quelques dizaines, centaines de millihenries, voire quelques henries. Et C traduit l'existence des forces de rappel. Donc la capacité C, c'est une capacité équivalente. Bien sûr, elle n'existe pas physiquement dans le composant. Elle a une valeur très faible. Alors la courbe de l'impédance entre A et B a une forme très particulière. Aux basses fréquences, bien sûr, le circuit est capacitif. Aux basses fréquences, on a C0 parallèle avec C. Le circuit est capacitif. Ensuite, il y a une fréquence de résonance série. C'est la fréquence de résonance de la branche LC, qui s'écrit donc oméga S égale à 1 sur racine de LC. À cette fréquence de résonance, le circuit LC devient un court-circuit et il ne reste plus que R qui est faible, donc on est pratiquement là, à une impédance nulle. Au-delà de la fréquence Fs, le composant devient inductif, c'est la bobine L qui l'emporte. On a une petite plage de fréquence où le composant est inductif. Et ensuite on a la fréquence de résonance parallèle, oméga P, qui a cette expression-là, qui est très proche de oméga S, au-delà de laquelle le composant devient de nouveau capacitif. Donc le quartz, le résonateur céramique, est un condensateur en dessous de Fs et au-dessus de Fp et est une bobine, se comporte comme une bobine entre Fs et Fp. On peut écrire l'impédance de ce composant-là, c'est pas très difficile, surtout si on néglige R, ça simplifie pas mal des choses. Voilà l'expression mathématique qu'on rencontre parfois de l'impédance du quartz, impédance entre A et B. Alors pour avoir une idée, avec des valeurs de composants de schéma équivalent à peu près habituels, on a une fréquence Fs de 9,916 MHz et une fréquence de résonance parallèle de 9,923 MHz. On voit que ces deux fréquences de résonance série et de résonance parallèle sont extrêmement proches. Il se passe des choses au niveau de l'impédance
dans ce petit intervalle de fréquence. On se doute bien que la courbe de phase, qui n'a pas été représentée ici, la courbe de phase varie aussi de manière très importante dans ce petit domaine, et on a donc des pentes de courbe de phase importantes, ce qui va nous donner donc une bonne stabilité pour l'oscillateur qui est construit autour de ce composant, autour de ce quartz piézoélectrique. Dans la plage de fréquence comprise entre F et CFP, le résonateur est équivalent à une inductance. Il peut donc remplacer la bobine dans un oscillateur LC. Il est donc normal qu'on retrouve, pour les oscillateurs à quartz, des structures voisines de celles utilisées pour les oscillateurs à circuit résonant LC. On trouve commercialement quelques variantes d'oscillateurs à quartz selon l'application envisagée. On peut se contenter d'un simple oscillateur à quartz. Si on a besoin d'une meilleure stabilité en fréquence, on utilise des oscillateurs thermostatés où le quartz est légèrement chauffé et régulé en température. On peut aussi introduire une compensation en température à l'aide d'une thermistance qui mesure la température ambiante et qui agit par l'intermédiaire d'une diode varicap sur la fréquence d'oscillation pour compenser. Aujourd'hui, c'est souvent un petit microcontrôleur qui contient dans sa mémoire les variations de la fréquence du quartz en fonction de la température et qui agit directement sur le quartz pour, le stabiliser en fréquence. On peut aussi trouver bien sûr des oscillateurs à quartz commandés en tension, des VCXO qui servent de VCO très stable pour faire de la modulation de fréquence. Et puis il y a alors des oscillateurs à quartz qui comprennent tout cela, qui sont commandables en tension et compensés en température. On trouve toutes sortes de choses. Voilà par exemple un oscillateur à quartz qui est stabilisé en température, qui peut être modulé en fréquence par la tension de commande grâce à la présence de la diode varicap en série avec le quartz. Voilà ce qu'on a à l'intérieur d'un petit boîtier d'oscillateur à quartz. On trouve le quartz, sa lame avec ses deux électrodes, et puis on trouve de l'électronique, une puce, et probablement une thermistance quelque part qui gère les variations de température et qui compense les dérives du quartz. Voilà ce que fabriquent actuellement les industriels qui nous fournissent des oscillateurs à quartz qui ont donc actuellement de très bonnes précisions, qui ont de très bonnes performances. Pour des fréquences supérieures à 100 MHz, on a vu que l'épaisseur de la lame de quartz devenait trop faible. Le quartz devenait donc trop fragile. On utilise alors des composants où les ondes de déformation se propagent à la surface. On a ici du matériau piézoélectrique avec des électrodes qui sont imprimées, et lorsqu'on applique une tension entre ces électrodes, le matériau piézoélectrique se contracte sous les électrodes, et cette petite contraction va se propager à la surface comme des rides à la surface de l'eau et va arriver ici. Et le peigne de sortie, les électrodes de sortie, transforment ces variations, ces contractions en tension. Alors si on joue sur la longueur et le nombre des doigts, on va pouvoir favoriser certaines fréquences en jouant sur l'écartement. Là, on a un écartement qui est égal à lambda sur 2. Lambda est à la longueur d'onde qui correspond à la fréquence de vibration. Et donc on peut, en jouant sur les peignes, sur les doigts ici, à l'entrée et à la sortie, on peut favoriser certaines fréquences et faire des filtres. Et le schéma équivalent d'un tel dispositif, on le voit bien, ça ressemble fort au schéma équivalent du quartz qu'on a vu précédemment. Voilà l'intérieur d'un résonateur double, et on voit ici les peignes d'entrée et de sortie sont là, et la propagation se fait là dans ce canal de matériaux piézoélectriques.
Voilà quelques exemples de composants de résonateurs à ondes de surface qu'on trouve couramment dans le commerce avec des coefficients de qualité élevés. Vous voyez, 6500, c'est quand même extraordinaire. On réalise de cette manière à la fois des résonateurs pour stabiliser les oscillateurs et on réalise aussi des filtres passe-bande qui peuvent servir de filtres de fréquence intermédiaire dans un récepteur. Si j'observe la courbe de réponse de résonateur à ondes de surface, je vois qu'à la fréquence de résonance F0, le gain passe par un maximum, moins 12,9 décibels pour ce composant. La phase tourne très rapidement autour de moins 45 degrés. En associant ce résonateur à deux inductances et à un amplificateur émetteur commun, je peux satisfaire la condition de phase et réaliser un oscillateur dont la stabilité sera très bonne. C'est chouette! J'ai découvert ce type d'oscillateur en démontant ma télécommande de porte de voiture. Elle était en panne après être tombée dans mon verre de coca. Voici un exemple de télécommande de porte de garage fonctionnant à 433,92 MHz, stabilisé par un résonateur. L'oscillateur est là, le transistor BFR 181 est monté en oscillateur, l'antenne c'est cette bobine, et le résonateur est branché dans la base du transistor. Le circuit logique est un codeur qui, en fonction du bouton appuyé, envoie un code binaire ici qui coupe l'émission. C'est une modulation donc en tout ou rien, OOK, on-off keying. Et ce que je voulais montrer, c'est cette stabilisation de la fréquence à l'aide d'un résonateur à onde de surface accordé sur 433,92. Le fait d'utiliser un résonateur à onde de surface, tout fait, facilite le montage de ces télécommandes. Il n'y a plus aucun réglage nécessaire, peut-être juste à ajuster la puissance de sortie, mais on est toujours sûr que la fréquence d'oscillation, c'est celle qui est fixée par le résonateur. C'est donc très pratique. Comme déjà dit précédemment, dans la gamme de fréquences entre 1 et 4 ou 5 GHz, on utilise des résonateurs diélectriques qui sont constitués par des tubes de céramique au titanate de zirconium éteint qui sont caractérisés par une permittivité relative très élevée, un epsilonaire qui peut monter jusqu'à 98 selon la composition. Alors ce sont des tubes qui sont argentés sur la face extérieure et qui sont argentés aussi à l'intérieur. La face arrière est également argentée, c'est-à-dire qu'on a un court-circuit entre le conducteur intérieur et la surface extérieure, le conducteur extérieur. L'arrière est un court-circuit. Alors ce composant se comporte comme un tronçon de ligne coaxiale terminé par un court-circuit. C'est donc une ligne, c'est un tronçon de ligne. On montre qu'une ligne en court-circuit a un schéma équivalent, le même schéma équivalent qu'un circuit résonant par LC parallèle. Il y a donc une fréquence particulière qui dépend de la longueur de ce tube, où l'impédance entre A et B devient infinie, l'impédance infinie d'un circuit bouchon. En continu, bien sûr, l'impédance entre A et B est nulle, puis c'est un court-circuit puisque la face arrière est métallisée. En continu, c'est un court-circuit, aux fréquences élevées, voilà, c'est aussi une impédance plus faible. Mais il y a une fréquence particulière où entre A et B, on a une impédance infinie. Donc ce petit tronçon de ligne coaxiale est équivalente à un circuit bouchon, est équivalente à un circuit LC. Alors la relation entre la longueur et la fréquence de résonance, ce circuit, cette ligne résonne lorsque sa longueur est égale à lambda sur 4.
lambda c'est V sur F, et la vitesse c'est C sur racine de epsilon r. Donc on a une fréquence de résonance F0 égale à C sur 4L racine de epsilon r. Pour une longueur donnée, on a donc une fréquence de résonance donnée. Grâce à la haute valeur, la valeur élevée de epsilon r, on a des résonances à 1, 2, 3 GHz pour des dimensions très faibles de l'ordre du centimètre, donc ce sont des composants qui ne sont pas du tout encombrants. Un exemple, pour avoir une résonance à 1,38 GHz, un petit tube de 8 mm de long, 9 mm de long, permittivité relative 38, donne un coefficient de qualité de 500. C'est beaucoup plus que ce qu'on peut faire avec une petite bobine et un petit condensateur. Et en plus, à ces valeurs de fréquence, les bobines et les condensateurs ont des valeurs tellement faibles qu'ils deviennent difficiles à réaliser dans la pratique. Donc ces composants sont disponibles et permettent de réaliser très simplement des circuits LC. En mettant un condensateur ajustable ou une varicap à l'entrée, on peut même accorder la résonance, on peut accorder la fréquence de résonance de ce circuit bouchon. Voilà une illustration, un exemple d'oscillateur à 900 MHz. Ça pourrait être utilisé dans un téléphone GSM par exemple. Le transistor ici monté en oscillateur, le résonateur qui est simplement branché là entre A et la masse qui sert de circuit bouchon. La diode varicap en parallèle qui permet donc d'introduire une modulation de fréquence en faisant varier la fréquence de résonance du résonateur d'environ 10%, donc ça suffit pour faire une modulation de fréquence. Et le deuxième transistor là sert d'amplificateur tampon pour isoler l'utilisation, pour éviter que l'utilisation ait une influence même légère sur la fréquence d'oscillation du montage. Voilà, donc c'est très pratique à utiliser. Ça remplace simplement un circuit LC. Voilà un dessin d'un composant de ce type monté sur une carte de circuit imprimé. Et pour les fréquences très élevées, je sais qu'il n'existe plus ni quartz, ni résonateur à ondes de surface. Alors on prend quoi? On m'a dit que les oscillateurs sont stabilisés en fréquence à l'aide de résonateurs diélectriques, constitués d'un disque en céramique, au titanate de zirconium éteint. Alors ces résonateurs se présentent comme des petits comprimés de médicaments, si on veut, des petits cylindres en céramique. Donc c'est très dur, c'est impossible à couper. Ces résonateurs se collent simplement sur un circuit imprimé au voisinage de pistes. Et ces résonateurs permettent, à leur fréquence de résonance, de coupler deux pistes. Alors si une piste provient de la sortie d'un amplificateur et si l'autre piste est reliée à l'entrée de l'amplificateur, on a un couplage entre la sortie et l'entrée. On comprend donc que cette petite pastille joue le même rôle qu'un quadripôle de réaction dans un oscillateur. Le couplage se fait uniquement à la fréquence de résonance de ce résonateur et donc on a un quadripôle K qui transmet le signal de la sortie vers l'entrée à une certaine fréquence. C'est donc de cette manière-là qu'on peut faire des oscillateurs stabilisés en fréquence par ce type de résonateur. Alors de quoi dépend la fréquence de résonance de ces résonateurs? La fréquence de résonance dépend de leur taille, en particulier de leur diamètre. La fréquence de résonance est donnée par cette formule C sur D racine de epsilon r. Donc pour une fréquence donnée, il faut un diamètre donné. Par exemple, pour 9,7 GHz, on a un diamètre optimal de 5 mm. Un diamètre de 5 mm donne une résonance à cette fréquence-là. Donc en fonction de la fréquence de l'oscillateur qu'on veut réaliser, on va acheter un résonateur diélectrique de taille différente.
on dessine le circuit imprimé de la bonne manière. C'est pas simple, il y a des logiciels de synthèse, de dessin de circuits imprimés haute fréquence qui sont des aides précieuses pour ce genre de design. Et entre les deux pistes d'entrée et de sortie de l'amplificateur, on colle simplement avec un point de colle de superglue, on colle ce résonateur au voisinage des deux pistes et le couplage se fait à la fréquence de résonance du résonateur. Voilà concrètement comment on utilise ces résonateurs, un oscillateur dans la bande des 10 GHz. On a un amplificateur à transistor à effet de champ, avec des lignes résonantes dans le drain et dans la grille. Et le résonateur céramique est là, le résonateur diélectrique, pardon, est là, et il assure un couplage entre la sortie, la ligne de sortie, et la ligne de grille qui est l'entrée du transistor à effet de champ. À la fréquence de résonance, le signal passe de la sortie sur l'entrée et on a un système bouclé. Voilà le quadripôle de réaction qui n'a plus aucune connexion avec le montage, mais qui fait quand même son travail par couplage électromagnétique. Alors bien sûr, le couplage se fait avec perte, comme toujours, et donc le transistor est là pour amplifier, pour compenser les pertes de couplage. On retrouve notre gain de boucle égal à 1, notre condition d'oscillation, même si les choses ne sont pas évidentes à écrire mathématiquement. On peut même influer un petit peu sur la fréquence de résonance à l'aide d'un piston. Lorsqu'on approche un piston métallique du résonateur diélectrique qui est là, on s'aperçoit que la fréquence varie et la fréquence peut augmenter. Plus la distance diminue, plus la fréquence de résonance augmente. Ça permet de faire un petit réglage fin de la fréquence d'accord, la fréquence d'oscillation de ce montage. C'était utilisé au départ dans les convertisseurs, dans les LNB pour télévision satellite. Aujourd'hui, les réglages sont maintenant faits, sont figés, mais dans les premières têtes de réception, il y avait un réglage possible pour l'oscillateur local. Voici un module radar Doppler hyperfréquence, fonctionnant à 9,9 GHz, qui fournit à sa sortie un signal BF, dont la fréquence est proportionnelle à la vitesse de la cible. Il est construit autour d'un oscillateur ATEC, stabilisé en fréquence, par un résonateur diélectrique, et utilise seulement 3 composants discrets. Les condensateurs, bobines et circuits résonants sont réalisés par la technique des lignes imprimées. Un dernier exemple où on voit bien la constitution de cet oscillateur local qui se trouve dans le convertisseur situé sur la parabole. Le convertisseur effectue un changement de fréquence, il capte les signaux des satellites entre 11 et 12 GHz et il les multiplie par 10 GHz pour les abaisser à une fréquence plus basse, entre 1 et 2 GHz, ce qui permet d'utiliser des câbles coaxiaux ordinaires parce qu'à 10 GHz, les pertes dans le câble seraient excessives. Alors cet oscillateur local 10 GHz qui doit être très stable, qui est soumis à des conditions de température assez variables puisqu'il est à l'air libre, en plein soleil, au froid en hiver. Cet oscillateur doit être stabilisé et on voit là le résonateur diélectrique, le transistor à effet de champ et le résonateur diélectrique qui est là pour le stabiliser et le piston métallique juste en face qui se met en face du résonateur quand le boîtier est fermé avec une vis de réglage sur la face arrière du boîtier qui permet d'ajuster précisément la valeur de l'oscillateur local à 10 GHz. Ça c'est une tête de réception très ancienne, donc on voit bien les choses. Aujourd'hui bien sûr tous ces réglages ne sont plus accessibles. Mais c'est intéressant de voir comment on arrive à stabiliser, même à des fréquences aussi élevées, comment on arrive à stabiliser la fréquence d'un oscillateur qui est ici l'oscillateur local.